Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill avec Malik. J'avoue, j'avais un peu disparu, mais comme on dit, tu connais. Je suis devenu papa, donc mon monde a changé pour le meilleur et il fallait que je me concentre sur ma fille, ma femme et tout ce qui englobe la création d'une famille, etc. Mais voilà. Je suis de retour de façon tranquille et pour reprendre donc les activités, je voulais commencer par te parler de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023. Donc je vais te parler de l'histoire du football féminin, te présenter quelques chiffres et t'expliquer pourquoi je pense que cette compétition est plus qu'une compétition en fait. C'est plus qu'un simple tournoi de football. Mais avant ça, un petit jingle comme d'hab et je te dis à tout de suite. Imagine un instant que toi et moi, on est au 19e siècle. Et là, tu as deux femmes, Helen Graham Matthews et Neri Hannibal, qui vont être à l'origine de tout. Nettie Hannibal, c'était la fondatrice du club British Ladies Football Club. Pour le premier match officiel du club, qui a eu lieu le 23 mars 1895, 12 000 spectateurs se sont rassemblés. 12 000 spectateurs pour un match de football féminin. Quant à Helen Graham Matthews, elle était une joueuse et capitaine de premier plan. Elle est aussi rentrée dans l'histoire parce que elle a recruté, et c'est un truc de dingue quand même, elle a recruté la première footballeuse noire de l'histoire du football. Et cette joueuse noire s'appelait Emma Clark. Je te dis tout ça, mais dis-toi que c'était une époque où le football était considéré comme un sport masculin, tu vois. C'est-à-dire que les femmes étaient souvent exclues des terrains de jeu et de quasiment tous les sports, en fait. Donc, imagine un peu contre quoi elles se battaient. Mais elles n'ont rien lâché. Elles ont défié les normes de l'époque. Et en faisant ça, en fait, elles ont ouvert la voie à des millions de femmes et de filles qui jouent aujourd'hui au football à travers le monde. Et si tu aimes les chiffres, selon la FIFA, il y a 29 millions de femmes et de filles qui pratiquent ce sport dans le monde aujourd'hui. Sans compter celles qui jouent sans être dans des clubs, etc. Donc, imagine. Mais bon, malgré les défis et les discriminations, donc, comme je te disais, ces deux femmes ont persisté. Et ce faisant, elles ont prouvé que le football, en fait, n'est pas réservé qu'aux hommes. Leur héritage se perpétue aujourd'hui, ça se voit d'ailleurs, alors que le football féminin continue de gagner en popularité et en reconnaissance. Et franchement, ça, c'est beau. On est en 2023 aujourd'hui. Parlons donc de cette Coupe du Monde qui a actuellement lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette Coupe du Monde est la 9e édition de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Et pour la première fois donc, comme je te disais, la compétition est co-organisée par deux pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est la première fois aussi de son histoire que la compétition se déroule dans l'hémisphère sud. C'est une étape importante, mais vraiment en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment une étape importante dans la reconnaissance du football féminin à l'échelle mondiale. Mais ça montre aussi que le football, en fait, a gagné du terrain, non seulement dans les pays développés et traditionnellement dominants du football, France, Angleterre, Brésil, etc., mais aussi dans des régions où, en fait, il est encore en développement, comme en Afrique, comme en Asie du Sud-Est, et même en Océanie. Et du coup, cette Coupe du Monde, pour la première fois aussi, c'est vraiment la Coupe du Monde des records, en fait. Pour la première fois, 32 équipes s'affrontent, comme dans la catégorie masculine. Ce qui représente en fait 8 équipes de plus que lors des deux précédentes éditions. Philippines, République d'Irlande, Portugal, Maroc, Zambie, Haïti, Panama et le Vietnam. Si tu situes un peu tous ces pays sur la carte, ça te montre en fait la croissance et l'expansion du football féminin à travers le monde en fait. Et même avant que la compétition ne débute, plus d'1 million de billets avaient déjà été vendus. Ce qui a en fait probablement l'événement sportif féminin le plus fréquenté de l'histoire. Et ces chiffres, encore une fois, sont une preuve tangible de l'augmentation de l'intérêt pour le football féminin, non seulement en termes de participation, mais aussi en termes de soutien des fans, du public. Parlons un peu de l'impact sur le football féminin. Je pense que cette Coupe du Monde est un vrai jalon important pour le football féminin. Parce qu'elle englobe et représente non seulement l'évolution de la croissance du sport, mais aussi l'augmentation de la reconnaissance et du soutien
qu'il reçoit au niveau mondial. Tout comme chez les hommes, la compétition est une plateforme pour les joueuses. C'est vraiment le tremplin, c'est la scène parfaite pour ces joueuses, pour leur permettre de montrer leur talent et inspirer les jeunes filles du monde entier à s'impliquer dans le sport. C'est aussi une occasion pour le monde de reconnaître et de célébrer en fait les réalisations des femmes dans le football. Tu vois l'importance que ça a en fait. Ce n'est pas qu'une compétition, c'est une célébration vraiment de l'évolution du football, une preuve de la détermination et de la résilience des femmes qui ont surmonté les défis de la société patriarcale en fait, pour jouer au sport qu'elles aiment. Donc on revient à 1895, tu vois. Et là où en fait ça me tient à cœur en fait de voir ce genre de compétition diffusée à la télévision, c'est qu'en fait tu te dis mais le football a souvent été décrit comme universel et rassembleur. Rassembler les peuples, rassembler les âges et les genres. Et c'est ça la beauté du sport. Et se dire, et quand tu te dis, purée, au début, ce n'était que réservé à une partie de la population, en fait, c'est juste dingue. Mais bon, 2023, ça a bien évolué et ça a avancé, et tant mieux. Toutefois, il y a encore du chemin au niveau de la diffusion des matchs et de la présence dans les médias spécialisés dans le sport. Mais on progresse, ça avance, je ne vais pas mentir, ça avance. Maintenant, ce qu'il faut arrêter, et c'est ce qui me peine, c'est de vouloir toujours comparer le jeu féminin au jeu masculin. Je pense que ça n'a aucun sens en fait de s'attendre à voir chez les femmes ce que l'on voit chez les hommes. Je dis ça notamment parce qu'on aime comparer, ouais mais ça va moins vite, elles sont moins puissantes, c'est des petits gabarits. Et alors, si tu arrives à regarder un match masculin, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas regarder un match féminin en fait. Génétiquement, on n'a pas les mêmes corps et c'est pas ça qu'on cherche en fait. Nous n'avons pas les mêmes plafonds de verre, donc je pense qu'il faut regarder le football féminin en prenant compte des paramètres physiques naturels et ne pas comparer les aptitudes physiques et techniques parce que ça ne mène à rien. Quand tu regardes un match féminin en t'attendant à ce qu'elle joue comme des hommes, en fait, tu passes à côté de l'évolution du sport, de sa beauté et tu minimises en fait le talent et la qualité en fait de ces joueuses qui méritent qu'on regarde leur sport sans préjugés et qu'on les félicite pour le chemin parcouru et pour le chemin qu'il reste à faire, qu'on les encourage. Le sport, le football féminin, c'est le football féminin et le football masculin, c'est le football masculin. Est-ce que l'on compare les gymnastes masculins aux gymnastes féminins? Non, c'est pas la même chose. C'est peut-être les mêmes disciplines, mais on n'attend pas les mêmes choses. Et il faut s'arrêter là. Les attentes des uns n'est pas les attentes des autres. Et une fois que les gens auront compris ça, on fera probablement un autre bond en avant. En tout cas, merci d'avoir écouté Chill avec Malik. Je te dis à la prochaine sur toutes les plateformes. Prends soin de toi. Ciao, ciao.